dans un sport, a priori, t'es dans un sport semi-collectif, puisque vous étiez deux. Euh, donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parmi, enfin, les gens qui sont sur la table ronde, là, tu es a priori le seul qui a à gérer ce projet avec quelqu'un d'autre. Donc, peut-être dans un premier temps, comment ça se passe au sein de votre couple et comment tu prends en compte et les désirs, les besoins, les projets de l'autre, et puis comment ça se combine éventuellement dans un deuxième temps avec les gens sur lesquels tu t'appuies pour le mener, ce projet. Je pense que c'est un thème qui va être abordé un petit peu plus tard dans le colloque. C'est toujours un moment intéressant parce que moi, si je retire la chose la plus importante que je retire de cette expérience olympique, avec mon coéquipier, on était ensemble entre 2000 et 2004, donc ça fait 4 ans. C'est vraiment l'aventure humaine. La médaille, les résultats, c'est bien, mais la construction d'un projet avec une personne qui est en plus la plupart du temps différente, mais là pour le coup c'était vraiment assez antinomique, notre couple. C'est ça qui est toujours très intéressant. C'est même plus qu'un couple, puisqu'à l'origine de ça, il y a en plus un entraîneur. Et c'est vrai que toutes ces histoires de collectifs multiplicateurs de performance, d'interconnexion, de communication aussi à l'intérieur d'un bateau qui fait 8-9 mètres et qui est une petite pellicule de carbone sur laquelle il y a deux gars dessus qui s'entraînent 3 fois par jour physiquement pour le faire avancer le plus vite possible. Donc vous imaginez toute la communication qu'il peut y avoir non verbale en plus en termes d'addition de force. Ça c'est très intéressant aussi dans notre sport. Donc voilà, tout ce sujet de la communication et puis de l'équipe, c'est déterminant. Sur la construction d'un couple ou d'un duo, dans mon exemple et dans ce que j'ai pu vivre, on a été mis ensemble à un moment donné. On n'était pas les 2 meilleurs rameurs français. C'est ça qui m'a toujours fait marrer, c'est qu'on a commencé, on était 3, 4, 5e rameurs français et en 8 mois, en nous mettant ensemble, on est devenu le bateau phare de l'équipe de France. Je crois qu'en 6 mois, on est devenu vice-champion du monde en double. Ça s'est fait très rapidement. Et cette idée de la capacité de 2 personnes qui sont pas trop mauvaises, mais qui sont pas au top, paf, on les met ensemble et les différences font des complémentarités et la mayonnaise prend parce qu'on va se complémenter l'un et l'autre. Et là, paf, il y a le résultat. Ça, c'est très intéressant. Donc bien sûr, à l'origine de ça, il faut qu'il y ait une personne qui ait l'œil du maquignon, l'œil de l'entraîneur qui va dire tiens, j'ai ces 2 gars-là, c'est peut-être pas les tout meilleurs, mais si je les mets ensemble, je suis sûr qu'on va trouver des solutions et ça peut peut-être faire l'affaire. Ça, c'est intéressant. Après, il va y avoir aussi, bien sûr, je vous parlais d'aventure humaine en introduction, cette capacité à prendre les différences et en faire des complémentarités, voire même en poussant l'affaire jusqu'au bout, se servir de l'autre, dans le côté positif de se servir de l'autre. C'est-à-dire que, oui, si on est différent, des humains différents à la base, on a beaucoup de chances d'avoir peut-être des qualités différentes et d'aller se titiller un petit peu vers ces points faibles qui sont souvent les points forts de l'autre. Ça permet de s'améliorer et puis de ne pas hésiter aussi à se reposer sur l'autre à un moment donné, reposer entre guillemets, hein, c'est pas que lui rame tout seul et que je le regarde faire pendant les courses, mais c'est vraiment de se dire à des moments, prends l'affaire en main, il n'y a pas de problème, je sais que tu es bon là-dedans. Et de toute manière, on est en faisant du sport ou dans toutes les disciplines, on se retrouve à des moments extrêmement importants où quelque part quand vous vous retrouvez sur la ligne de départ des Jeux Olympiques et que vous avez quelqu'un qui est dans le bateau avec vous, quelque part, vous lui donnez 10 ans de votre vie. Parce qu'il a fallu 10 ans pour arriver là. On parlait de projet, d'avoir l'expérience, de se dire, tiens, qu'est-ce que je veux faire ? Là, on y est. Et puis finalement, on est avec quelqu'un et il y a quand même une confiance énorme, aveugle, qu'il faut avoir pour ouais, je sais, ça arrive. J'ai pas hésité. En le disant, je me disais tiens, ça va faire mouche. Je pensais pas que tu allais réagir. Mais c'est vrai que
on se retrouve là et il faut y aller. Et la moindre erreur de votre coéquipier peut vous coûter très très cher. Je disais toujours qu'avec Adrien, je partirais à la guerre demain, mais je ne partirais pas en vacances. Mais c'est exactement ça. On n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde pour performer. Par contre, il doit y avoir une relation humaine extrêmement forte là-dedans. Sur ce point-là aussi, on est à un moment du sport de haut niveau où les performances sportives se jouent à 3 fois rien. J'ai perdu un titre de champion du monde pour 13 centièmes. Et cette année, le bateau que j'entraînais s'est qualifié pour les Jeux Olympiques pour 12 centièmes. Vous voyez, ça se joue à pas grand-chose. Et là-dedans, l'intercommunication entre l'équipe, la manière dont on se connaît et dont on n'a plus besoin même d'échanger, de communiquer. La communication se fait différemment que par des moyens normaux. Cette capacité-là peut faire la différence dans des moments qui sont tellement serrés que c'est ça qui va faire la différence. Bien, alors peut-être une petite anecdote. Hein. J'aime bien faire des petites blagounettes. Alors j'en vous en proposerai 2. À partir de l'expérience de Jean-Yves Le Desroff, et qui est pourtant un caractère souple, et donc qui m'a confié que quelquefois ça se passait pas toujours bien sur l'eau. Voilà, c'est pas toujours des relations amoureuses à l'intérieur d'un bateau. La deuxième, donc je fais un blog et j'aimerais que tu me donnes ton aval pour que je puisse réintégrer ce que tu viens de dire, c'est-à-dire je partirais à la guerre avec mon équipier, mais par contre je partirais peut-être pas spécialement en vacances avec lui. Il n'y a pas de copyright. J'avais sorti ça pendant les Jeux d'Athènes parce que je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, mais vous savez, les journalistes aiment bien les petites histoires, et puis le train qui arrive à l'heure pour les journalistes, c'est jamais de l'information, donc il faut un petit peu pimenter. Et puis surtout dans des disciplines comme les nôtres, où on n'est pas toujours devant de la scène. Mais c'est vrai que voilà, j'avais sorti ça comme ça leur avait beaucoup plu, donc pas de problème. Très bien, merci. Donc là, je vais passer la parole à Nicolas. D'abord, pour m'excuser, parce qu'effectivement, vous, non seulement vous êtes 2, mais tu les vois peut-être pas, mais toi, tu en as 2 sur le bateau. Donc vous êtes 3, alors même que j'ai dit que tous les autres étaient un seul sur le bateau. Comment ça se passe sur le bateau ? On aimerait bien... voilà. Je vais partager bien mon palmarès avec eux, parce que l'histoire s'est faite avec eux. Donc il y a eu Bruno Jourdain et Hervé Larrand sur la Paralympiade de Pékin, et après Bruno Jourdain et Eric Flagel sur Londres. Comment ça se passe Tiens, donc peut-être un rapide complément d'information. C'est un jeu de handicap, de type de handicap. Vous n'avez pas tous le même. C'est des handicaps combinés, donc non seulement les personnalités sont différentes, mais les handicaps sont différents, ça complexifie peut-être un peu les choses. C'est un peu la complexité dans ce sport, parce que quelque part, là je me mets un peu à la place des entraîneurs du pôle, qui doivent trouver d'abord des marins qui aient un handicap, et en plus de ça, il faut pouvoir faire un équipage à 3 avec des handicaps qui ne dépassent pas un certain nombre de points, donc c'est un peu un casse-tête chinois. Alors quand on allait à Pékin, ça allait, mais après, voilà. Mais le nombre de participants limite déjà les possibilités. En même temps, je ne vous cache pas que c'est une chance, parce que je crois quand même qu'il faut avouer que moi j'ai commencé à faire de la régate à 35 ans. Alors l'accès au niveau, pour moi, c'est quand même très, très tardif. Et au début, je sais pas, j'aurais jamais imaginé d'ailleurs aller jusque-là. Donc j'ai pas parcouru du tout une filière classique avec des sélections très jeunes, des championnats de France, tout ça, je connais pas du tout ça. Donc j'ai conscience aussi que c'est quelque part, entre guillemets, plus facile pour certains dans le paralympisme d'accéder au niveau. Sûrement plus que dans les filières valides. Et même si nous, dans le paralympisme, on a aussi des coureurs et nos skippers phares qui ont fait finalement des filières valides, Bruno et Damien. Voilà. Donc après, comment ça se passe ? Oui, les handicaps sont différents.
c'est un peu l'arche de Noé du handicap. Donc il y a des amputés, des déficits moteurs, il y a peu de déficits sensoriels. C'est-à-dire que les non-voyants, je ne sais pas, sur le nombre d'équipages, on doit être peut-être 2 ou 3, alors qu'il y a à peu près une quinzaine d'équipages. Donc je sais pas, sur 50 personnes, il y a maximum 3 déficients visuels. Donc c'est vrai que le déficient visuel n'est pas forcément recherché, parce que c'est tellement visuel la voile en termes de réglage et d'observation que voilà, il faut à la fois montrer qu'on est capable d'eux et puis avoir une opportunité de rentrer dans un équipage avec des points et montrer qu'on peut être recherché pour d'autres capacités d'écoute, de concentration. Voilà. Après, les adaptations se passent tout naturellement, comme toute chose qu'on fait dans la vie. Moi, je travaille dans mon métier à l'hôpital. D'ailleurs, je suis plus souvent, je pense qu'en termes de pratique, je suis plus souvent sur l'hôpital que sur l'eau tout court. Donc, j'ai quand même plus une pratique de professionnel de la santé que de professionnel de la mer. Ça représente pas plus d'un tiers de mon temps non plus. Et alors peut-être pour continuer sur les relations que tu... Alors c'était des relations entre vous, mais tu as parlé quand même du... Tu veux savoir si je vais en vacances avec Bruno? Non. Pas encore. Non. Bon. À Eric, tu bottes en touche alors. Avec Eric? Avec Eric, j'ai dormi chez lui hier soir. Bon, tout bien, tout honneur. Voilà. Bon. Donc, il y a Eric, il y a Bruno, mais il y a aussi Fabrice qui vous accompagne. Donc, l'entraîneur a une place quand même assez importante. Est-ce que tu pourrais revenir sur la place qui est donnée ou qui est placée, la place de l'entraîneur dans ces projets de performance? Moi, je pense que là, il tient la même place. Si tu veux faire la place par rapport à une équipe paralympique ou je dirais entre guillemets une équipe valide, la prise en charge, la réflexion et au-delà des adaptations, il a exactement, je pense, le même rapport que quand il fait du haut niveau avec des personnes valides. Donc on est en compétition, on a un objectif, ça reste la même chose, quoi. Donc je ressens, je pense pas ressentir de différence parce qu'on fait du paralympisme là-dedans. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, je pense, nous ici avec nos entraîneurs, c'est de voir qu'on a en fait finalement des personnes qui sont à la fois sur des projets de haut niveau valides et qui peuvent basculer à un moment donné sur un projet paralympique. C'est bien d'avoir cet échange-là au niveau de la performance, quoi. De pouvoir côtoyer ça. Et vous avez Bon, après, je vais peut-être passer la parole à Bruno, mais vous avez aussi, vous, des soucis de sparring partner. C'est pas toujours facile. Vous êtes dans un collectif, en fait, où il y a un seul bateau. D'une part, il y a peu de... Déjà, le bateau sur notre série sur laquelle on pratique pour les Jeux, il y a 3 bateaux en France et ils sont à l'ENV. Donc, c'est vrai qu'on va difficilement pouvoir faire la confrontation régulière avec d'autres. Donc après, c'est les épreuves internationales avec nos collègues du paralympisme. Et sinon, pour rechercher des partenaires ici, oui, ça reste toujours la problématique. Elle n'est pas spéciale à nous ici en France, puisque les champions paralympiques en titre hollandais font pareil. C'est-à-dire ils recherchent des équipes valides pour pouvoir élever leur niveau. Et voilà, parce qu'on n'est quand même pas très nombreux finalement. Et heureusement, quelque part. Mais enfin, bon. Et Bruno, en fait, il a un petit peu les mêmes soucis, c'est-à-dire que dans ce qu'il nous confiait, un des principaux problèmes auxquels il a été confronté, c'est qu'en fait, tu manques de sparring partner. Tu n'arrives pas
Clairement, la problématique de notre activité, c'est qu'on est un peu dispatché un peu partout en France. Donc il y en a sur Quiberon, il y en a sur Nantes, et les deux derniers sont soit à Hyères et à Nice. Moi j'habite à Brest. Donc forcément, en termes de logistique et en termes d'organisation, c'est un peu compliqué. En 2009, la solution que j'avais trouvée, c'était d'aller sur Hawaï 5, 6, 7 fois par an et d'aller travailler techniquement entre chaque compétition. On s'était rendu compte d'une chose, c'est que la compétition détériorait la technicité. Et donc en fait, à chaque fois, donc j'étais à peu près du même niveau que mon sparring partner, excepté que quand je revenais à Hawaï pour m'entraîner, il me mettait une torgnole les 4-5 premiers jours. Il me battait complètement et je n'arrivais pas à jouer avec lui. À l'inverse, en compétition, par contre, j'avais la niaque ou la motivation que lui n'avait pas forcément en termes de compétition et de résultats, et donc je performais. Mais on s'était rendu compte que techniquement, je perdais à chaque fois que je me déplaçais aux quatre coins du monde, parce que j'ai fait 16 compètes dans l'année, je perdais en technicité puisque je perdais des repères, en tout cas cette analyse-là. À ce moment-là, et avec les peu de moyens qu'on avait, on n'avait pas d'analyse vidéo, donc la seule analyse que nous on faisait, c'était du 1 contre 1 sur l'eau, c'est-à-dire il y en a un qui faisait sparring partner, on éliminait tous les paramètres, et puis on regardait techniquement qu'est-ce qui allait pas, on faisait un échange sur l'eau, on repartait sur un travail technique et ainsi de suite. Et c'est ce qui nous a permis, en 2009, de mémoire sur 16 compétitions, j'ai dû en gagner 13 ou 14, quoi, et d'être au top sur cette saison. Et au-delà des difficultés de regroupement géographique, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une espèce de réticence? Alors après, il y a une autre problématique dans notre activité, c'est que, n'étant pas sportif de haut niveau, jusqu'à l'heure actuelle, puisque l'activité n'était pas encore, vient juste d'y arriver, on a le mode de fonctionnement et le financier vient uniquement du sponsoring. Donc du sponsoring des marques la plupart du temps, et donc forcément ça crée des tensions ou des enjeux qui sont tellement importants à notre échelle que forcément c'est un peu difficile, et ce qu'on se rend compte, c'est que même si on a la bonne volonté, quelles que soient les deux parties, des compétiteurs, de vouloir aller s'entraîner ensemble, on sent qu'il y a quand même une rétition ou en tout cas une envie de ne pas tout donner et de ne pas tout partager. Et c'est la difficulté que je retrouve dans cette activité, c'est qu'on est sur un sport individuel, on n'est pas sur un sport esthétique, ou en tout cas où on a des figures à réaliser comme le freestyle ou d'autres disciplines, où là c'est que de la performance pure. Et la performance pure passe uniquement par la confrontation par 1 contre 1 ou 2 contre 2 ou plus. Mais en tout cas, c'est cette analyse et cette progression ensemble qui fait qu'on arrive. Après, l'autre problème aussi qui se pose, c'est qu'il y a un problème générationnel. Moi j'ai 36 ans. Ça fait 13 ans, comme en sup, j'ai commencé l'activité en même temps que l'activité. Et les autres compétiteurs, ils ont entre 18 et 22 ans, 23 ans. Donc il y a un problème de génération, un problème de motivation, un problème même de culture. Même si je me considère un petit peu comme un geek, parfois quand ils me parlent, j'arrive pas à les comprendre, quoi. Donc voilà, il y a ce problème-là aussi à gérer. Bien. Cet après-midi, Pierre Salamé, qui est un des papes en la matière, nous animera en fait la demi-journée sur le sujet du collectif comme ressource à la performance. Mais collectif dans un sport individuel, ça peut poser problème. Et je me tourne vers Julie. Et pourtant, c'est fondamental. C'est-à-dire que même sur un sport individuel, que ce soit, je pense en sup, race, c'est la même chose. C'est individuellement, ou même par exemple, je prends un autre exemple qui sort complètement de l'ordinaire, les projets aventures que je réalise, donc des traversées comme le Cap Horn ou la traversée du record de la Manche, tout seul, je suis incapable de le faire. J'ai une quinzaine de personnes autour de moi où chacun a des tâches appropriées et on se partage les tâches. Et tout seul, effectivement, l'envie c'est de tout faire tout seul parce que je contrôle tout de A à Z. Et donc, on n'a pas ce problème de confiance ou de se dire si l'autre il merde, moi je vais avoir du mal derrière à réaliser le projet, et c'est déjà arrivé. Exemple concret, au Cap Horn, le projet s'est monté en 4 semaines. C'est une histoire de concurrence avec d'autres Belges, des Belges, pas d'autres Belges, mais des Belges qui voulaient faire la traversée en même temps. Et j'ai demandé à mon photographe de prendre le camel bag, parce que j'avais pas eu le temps de le prendre, j'avais oublié. Il a oublié de le prendre. Ce qui fait que sur 9 heures de kite, le seul moyen de me ravitailler, c'était de faire comme du ravitaillement en vélo. Je prends la bouteille au niveau du bateau, quelqu'un me l'attend, je la récupère.
Donc sur les 3 premières heures, ça allait, 4 premières heures, ça allait, avec 25-40 nœuds de vent, 6 mètres de creux. À un moment donné, je commence à être décoordonné physiquement et ainsi de suite. Et puis, quand je me rapproche du bateau, je suis moins concentré, je commence à être fatigué, ce qui fait que 2-3 fois, j'ai failli me prendre le bateau dans la tête. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, on arrête de boire. Donc, ce qui fait que j'ai fait quasiment 6 heures sans m'alimenter. Au final, j'ai perdu 4 kilos sur 100 000 nautiques, quoi. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir les ressources pour pouvoir continuer pour aller jusqu'au bout. Mais par contre, une petite erreur technique qui était vraiment rien du tout, oublier un camelbag que j'ai même pas trouvé à Ushuaia et aurait pu entraîner des conséquences beaucoup plus dramatiques, que ce soit en termes de sécurité ou en termes juste d'exploit sportif. Donc là, tu parles de collaborateurs, hein, mais les gens du collectif peuvent être aussi tes adversaires. Alors je vais citer en fait Julie. Je vais citer ce que nous disait Julie. Elle a dit, en junior, je m'entraînais la plupart du temps seul avec mon entraîneur et le collectif ne me manquait pas. J'irais même jusqu'à dire que je préférais largement m'entraîner seul qu'en collectif. Le passage vers un collectif a donc été assez troublant. J'ai eu en effet beaucoup de mal à me concentrer sur moi et non sur mes partenaires d'entraînement que je voyais comme des adversaires. Alors partenaires, adversaires, comment on arrive à jouer avec ça là? En fait, c'est que quand j'étais jeune, donc en junior... Ton âge? Donc, mon âge là, j'ai 21 ans là. Fais gaffe, parce que Bruno, il a dit que... Non, mais quand j'évoluais en junior, en fait, je m'entraînais au sein de mon club. J'étais pas au sein d'un pôle. Et j'étais au sein d'un pôle, mais dans mon club. C'était un peu compliqué. Et en fait, l'entraîneur du pôle venait m'entraîner plusieurs fois dans la semaine. Et du coup, j'étais presque tout le temps toute seule. Parce que j'avais pas grand monde de mon niveau qui s'entraînait dans ma région. Et quand je suis passée en pôle France... ça a été assez dur parce que je me suis retrouvée au sein d'un collectif. Et en fait, pour moi, à partir du moment où je m'entraînais avec des gens, c'était en compétition. Et en fait, c'était directement mes adversaires. Du coup, j'ai eu du mal à accepter ce passage et à me dire, bon, bah là, je vais m'entraîner dans un collectif. Et ça va pas tout le temps être la guerre sur l'eau. Et il y a des séances où, justement, il faut se servir de ces gens. Mais il ne faut pas les considérer comme des adversaires, mais plutôt comme des partenaires d'entraînement. Et c'est vrai que cette petite différence entre partenaire d'entraînement et adversaire, elle est très dure à faire, mais elle est quand même très importante. Et au final, maintenant que je m'entraîne au sein d'un collectif depuis 3 ans, j'ai du mal, enfin c'est pas que j'ai du mal, c'est que j'aurais vraiment du mal à sortir de ce collectif, puisque pour moi, il est crucial à la performance. Et il y a des athlètes qui arrivent à s'entraîner seuls tout le temps et à performer. Mais je pense que c'est quand même un énorme plus au sein d'un sport individuel de s'entraîner autour d'un collectif et avec un collectif. Voilà. Et notamment sur la même discipline, sur les mêmes épreuves, sur les mêmes catégories d'âge. Oui, je pense. Même sur tout ça. Je vais donner un exemple. C'est pendant cette préparation pour les championnats du monde, j'ai évolué avec Marjolaine Eke, qui était la 2e sélectionnée dans ma catégorie. Et sur toute la saison internationale, on a eu le même niveau sur les Coupes du Monde. On se battait sur des courses de 20 minutes à 12 centièmes. Enfin, c'était vraiment rien. Et on évolue au sein d'une discipline nouvelle. Donc, de toute façon, on n'avait pas le choix que de travailler ensemble. Et on a énormément travaillé ensemble. Donc, après les courses, on débriefait sur ce qu'on avait fait, sur les passes techniques, sur la lecture de la rivière. Mais c'est vrai que encore maintenant, on le dit, hein, on s'entraîne ensemble, on débriefe ensemble. Mais sur l'eau... le jour de la course, c'est la guerre et ce qui est important, c'est de savoir se le dire. Voilà. On retrouve pas ces soucis-là, mais c'est des mêmes situations de collaboration, opposition en aviron. Oui, pour rebondir juste un petit peu, on dit souvent en aviron que le meilleur entraîneur, c'est la pointe du bateau qui est à côté. Mais oui, c'est exactement ça. Nous, on est dans une organisation un petit peu particulière parce qu'on est dans un système de sélection individuelle qui nous met en fait dans un contexte où une partie de l'année, on va être tout seul dans son bateau pour une certaine catégorie de rameurs, en skiff,
un de couple. Donc vraiment le bateau individuel, et c'est ce bateau-là qui va nous permettre après de nous sélectionner en équipe de France et de composer des bateaux d'équipe. Donc ça fait que toute une partie de l'hiver, vous vous retrouvez à concourir contre peut-être vos futurs coéquipiers. Donc il y a un jeu comme ça qui se met en place et qui est assez intéressant. Mais bon, la dynamique de groupe, c'est quelque chose, je pense, dans toutes les disciplines qui est indispensable et déterminante. Et quand j'écoute un petit peu sur des exemples peut-être moins cadrés que nos disciplines à nous, mais c'est aussi, enfin, le rôle de l'entraîneur là-dedans, il est primordial. Quand j'entends Julie parler de son expérience, on voit très bien que si la concurrence elle est expliquée, elle est organisée, elle est orientée vers quelque chose de dynamique positive, c'est un train qu'on ne peut plus arrêter, quoi, hein. C'est sûr que si la concurrence au quotidien elle se passe dans un contexte difficile, elle est plus destructrice et fatigante qu'autre chose. Donc je pense que sur ce thème-là, en tout cas de sports individuels qui ont besoin de collectifs pour progresser, le rôle du manager ou de l'entraîneur, moi, me paraît vraiment très, très important. Et ça vous manque, ça, cette proximité avec des partenaires d'entraînement pour Eric en sup, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. Je sais que la Fédé s'implique auprès de vous. Je crois que notre collègue surfeur fait un gros travail auprès de vous, hein, Stéphane. Est-ce que c'est en bonne voie? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as l'occasion de travailler avec des sparring partners? Est-ce qu'il y a vraiment une équipe de France de constituer ou en cours de constitution? Comment ça se passe? Mais moi déjà, je me retrouvais parfaitement dans ce que disait c'est Bruno, oui. Non, c'est pas. Donc je me retrouvais parfaitement dans le discours de Bruno, c'est-à-dire je suis souvent seul à m'entraîner et c'est vrai que c'est difficile. On voit par exemple les Australiens qui ont des groupes d'entraînement très efficaces, au niveau international ça se ressent. Moi j'ai la particularité d'habiter aux îles Canaries, donc à Fuerteventura. C'est un choix que j'habitais déjà là-bas et je choisis d'y rester parce que c'est un parfait terrain de jeu pour s'entraîner dans des conditions très variées et surtout dans des plans d'eau très variés et dans des conditions atmosphériques parfaites, donc il fait beau toute l'année. Donc je choisis d'y rester. Après, en contrepartie, c'est très très dur d'être là-bas et d'avoir des partenaires d'entraînement. Donc, par exemple, en 2010, 2011, 2012, mon choix volontairement, c'était de participer à un maximum d'entraînement. Donc c'est un choix contre-productif au niveau de la performance, parce que ça ne permet pas de se concentrer sur les échéances les plus précises. Mais c'était aussi un choix pour accumuler un maximum d'expérience et passer un maximum de temps avec les meilleurs. Et en espérant que ça paye sur les saisons futures. Après, la chance que j'ai, c'est que Fuerteventura, c'est en train de devenir un peu une plaque tournante un bon centre d'entraînement, en fait. Donc de plus en plus, il y a des gens qui s'y rendent, même de différents pays, pour s'entraîner. Et c'est vrai que j'ai eu l'honneur, entre guillemets, dès 2011, dès 2012, pardon, de faire partie de la première sélection équipe de France, donc pour aller au championnat du monde au Pérou, et donc de partager pour la première fois du temps dans un collectif équipe de France avec notamment Stéphane Corobinien, Gaëtan Séné aussi qui était avec moi, qui est dans la salle, et ça nous a permis d'apprendre beaucoup justement sur on était, comme disait Bruno, on est habitué à être très dépendant de nos marques et c'est vrai que ça crée parfois des problèmes au moment de réaliser des projets communs entre différents sportifs. Et d'un coup, en équipe de France, on se retrouve avec ceux qui sont nos adversaires. Donc Gaëtan, par exemple, qui était un adversaire féroce d'ailleurs sur les courses, d'un coup, on s'est retrouvé au sein d'une même équipe de France à devenir des partenaires.
et le tout encadré par Stéphane Corbignin qui nous a vraiment, dont la présence est fondamentale sur une équipe. Et à partir de là, ça change toute la conception toute la vision sur les partenaires et sur l'entraînement. Et puis, ouais, je me suis perdu un peu dans le... Je sais plus où j'allais. Non, alors oui, vas-y Sébastien, je t'en prie. Très rapidement sur ce thème-là du collectif, de l'importance du collectif dans l'entraînement, on a parlé de Pôle France, de Pôle Espoir. C'est aussi ça le bien fondé en aviron. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres disciplines, mais je l'ai vécu en tant qu'athlète, j'ai vécu aussi en tant qu'entraîneur, parce que j'ai dirigé des Pôles France. Le jeune junior ou le jeune novice qui arrive et du jour au lendemain, au lieu de s'entraîner dans son club, il s'entraîne, il arrive là, il va se retrouver avec des gens qui ont gagné les Jeux Olympiques. Et au quotidien, il va vivre avec eux, c'est-à-dire qu'au quotidien, il va voir ce que ces gens-là, de ce niveau-là, vont faire. Et souvent, moi, ça m'est souvent arrivé, vous savez, quand vous avez des champions du monde, des champions olympiques d'autres pays, on a toujours l'impression qu'ils font les choses extraordinaires et des choses différentes de vous, parce qu'ils sont loin, vous ne voyez pas ce qu'ils font au quotidien. Et puis quand vous avez la chance dans un pays d'avoir des têtes de liste, des gens qui sont médaillés aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques, vous entraînez au quotidien avec eux. Ben déjà vous voyez que finalement l'écart il est énorme, mais en même temps il n'est pas si grand que ça, parce qu'on voit très bien ce qui se passe au quotidien. Et puis un jour on va se retrouver en salle de musculation, puis on va regarder, finalement j'ai que quelques kilos de moins que ce champion olympique. Et puis le lendemain on va se retrouver sur l'eau avec. Et puis un jour, on va être devant à l'entraînement. Alors ça ne va pas le faire tout de suite en compétition, mais tiens, je l'ai battu sur cet exercice-là, j'ai réussi à me rapprocher. Et finalement, voilà, au quotidien, on voit que l'écart, il n'est pas si grand et il est réalisable. Et cette importance de pouvoir s'entraîner avec des gens, de la compétition au quotidien, voilà, les structures que moi j'ai pu connaître, Pôle Espoir, Pôle France, m'ont vraiment apporté ça. Et je pense que la possibilité de se retrouver dans ce collectif est déterminante vraiment pour la performance. Moi, j'ai eu la chance l'année dernière, en fait, au Pôle France de Cesson. Il y a les deux meilleurs internationaux en canoë qui s'entraînent à mes côtés, Yann Claude-Pierre et Guillaume Alzinc, à mes côtés, loin devant. Et ça a beau être... finalement, c'est des garçons et je suis une féminine, du coup, on n'est pas du tout à mettre dans le même sac. Mais c'est impressionnant ce que ça peut apporter de voir les grands, un peu les géants de la discipline, comment ils évoluent. Et finalement, un peu démystifier la chose et voir que c'est des athlètes comme les plus jeunes, qui ont aussi leurs problèmes, qui ont leurs doutes et que finalement c'est des personnes normales mais qui agissent et un peu se reposer sur leur acte et voir comment ils font pour un peu suivre leur chemin et j'ai eu aussi la chance qui m'accompagne beaucoup dans mon projet et c'est impressionnant ce que ça peut donner confiance et d'être accompagné comme ça par des géants de la discipline et qui disent non mais là regarde sur le bord du bassin faut passer là faut faire ci, faut faire ça et ça je pense que c'est un point crucial pour la performance des petits jeunes, la transmission de savoir. Donc au centre de la table on a plutôt des gens dont les disciplines c'est pas figé mais c'est plus des disciplines traditionnelles où il y a des compétitions organisées, il y a les Jeux Olympiques depuis bien longtemps, etc. Et puis, on n'a pas fait exprès, mais c'est un peu excentré quand même. À chacun des bouts, il y a les non-olympiques, il y a des disciplines émergentes. Alors les trois du milieu, là, comment vous analysez ça et puis comment vous arriveriez, non pas à leur pas donner des conseils, mais qu'est-ce que ça vous inspire, ces disciplines qui sont somme toute beaucoup moins organisées, entre guillemets, que les vôtres? La question n'est pas simple. Hein. Allez, vas-y, Julie. Alors, en fait, pour l'instant, il n'y a pas de Pôle France.
il n'y a pas de pôle espoir, il n'y a pas de Jeux Olympiques. Et puis, malgré tout, eux aussi, ils ont envie d'être champions. Déjà, je fais du canoë monoplace de descente féminine. Donc, je vais recontextualiser les choses un peu. C'est déjà non olympique. Donc, je ne me considère pas du tout comme une discipline olympique puisque ça n'en est pas une. Et ensuite, c'est ouvert au niveau international depuis 3 ans. Donc, je considère aussi que ce passage du kayak au canoë me fait que finalement, je participe à une discipline en pleine émergence. Et j'espère que le niveau va continuer à augmenter. Mais donc, je pense que en aucun cas, je peux donner des conseils où mais je ne m'en sens pas capable. Tu es dans une discipline non olympique, mais tu es bien contente donc d'être affiliée ou d'être intégrée dans une structure justement qui te permet de performer, quoi. Oui, alors pour moi, en fait, la structure, c'est un plus, mais en soi, c'est pas une fatalité. C'est sûr que la structure, ça aide énormément au développement de l'athlète et ça aide énormément à son projet parce que justement, on est entouré par plein d'acteurs qui savent où ils vont et qui nous aident à aller où on veut. Mais je pars du principe qu'un athlète, s'il a envie de performer, il saura s'entourer des bonnes personnes. Et il saura s'entourer des bonnes personnes, que ce soit les entraîneurs ou les partenaires d'entraînement, et que c'est pas la structure qui fait tout, même si la structure aide beaucoup. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte lorsque j'ai fait mes petits mois en hors structure. Donc, mais oui, c'est sûr qu'une structure, ça aide, et que dans le but d'atteindre un très très haut niveau, j'imagine que Bruno et Eric seront d'accord avec moi. Si jamais vous pouvez en avoir l'occasion de vous baser sur une structure, on demande que ça, quoi. Enfin, j'imagine que vous demandez que ça. C'est clair que à l'heure actuelle, par exemple, sur le monde du kite, on n'a pas. Donc, c'est en train de se structurer. Hein, et les personnes qui sont dans la salle sont en train de travailler, comme Laure ou Eric ou Laurent, qui sont en train de travailler pour structurer l'activité, en tout cas de créer des pôles. Donc c'est en train de se mettre en place. Mais c'est vrai que si, là, demain, on me dit, Bruno, il faut que tu ailles, le seul pôle d'entraînement, c'est à Marseille, ou je sais pas où, hein, une ville où j'ai pas envie d'aller vivre, et que c'est ma seule solution, forcément, ça va être compliqué, quoi. Par contre, si on me dit, il y a un pôle à Quiberon, ou il y a un pôle à Brest, ou il y a Calvados, n'importe où, et on arrive à plusieurs endroits au niveau de la France à réunir peut-être sur des régions des différents compétiteurs pour s'entraîner ensemble, là, ça commence à être intéressant et en termes de motivation. Et surtout, comme on disait, c'était le passage de savoir. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, en tout cas, moi, je me considère comme le passé, entre guillemets, dans le monde du kite. C'est, voilà, je suis plutôt sur la fin de carrière, je le sais pertinemment, sauf si on va aux Jeux Olympiques et que un peu de PO, un peu de trucs à droite et à gauche, et que, non, je rigole, et que ça passe. Mais voilà, je sais que les Jeux Olympiques, à 44 ans, bon, ça va être un peu, je pense, voilà, avec des petits jeunes de 20 ans, ça va être un peu compliqué, je pense. Quoi qu'il en soit, les jeunes générations, il faut les former, il faut les monter en groupe et changer peut-être. Nous, ce qu'on n'a pas eu dans notre activité, si on peut avoir la même chose sur ces activités-là, ce serait, pour ces jeunes en tout cas, ce serait génial.